L'homme le plus recherché de France s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. Ouais, le tueur en série Michel Fournira est mort hier dans un hôpital parisien. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur pour parler de l'affaire Hank Skinner. C'est la partie 2, la partie interview avec Sandrine Agorsch-Skinner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller écouter l'épisode précédent où on raconte l'affaire et les dérives qu'il peut y avoir dans le système judiciaire américain. Merci d'avoir écouté cette première partie du podcast des Minutes de l'Horreur, donc sur l'affaire de Hank Skinner. Et j'ai été rejoint par Alexane. Salut Alexane. Bonjour Lucas. Pour tout dire, c'est Alexane qui m'a parlé de cette affaire il y a quelques mois maintenant et qui voulait en parler parce que comme vous avez pu l'entendre dans le podcast, on a été comme vous perturbé, choqué et indigné par l'erreur judiciaire flagrante, les fautes de justice qu'il y a eu sur cette affaire, n'est-ce pas ? Oui, en fait j'ai découvert cette histoire en 2020 et j'ai vraiment pris le temps de bien approfondir nos recherches, etc. parce que je voulais que cet épisode soit le mieux conçu possible. Exactement, et nous sommes rejoints par Sandrine Agorsch-Skinner qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les Minutes de l'Horreur pour parler de cette affaire. Est-ce que vous allez bien déjà ? Je vais bien, je vous remercie. Fin d'année compliquée, mais on fait aller. C'est la 27e année de Hank derrière les barreaux dans le couloir de la mort, c'est ça cette année ? Au mois de mars, ça fera 28 ans, oui. Et donc, ça va faire bientôt 29 ans qu'il a été arrêté, oui. Et donc, vous êtes donc depuis 2008 la femme de Hank Skinner avec qui vous vous battez tous les jours pour sa libération, mais même plus largement, vous combattez un système et vous vous battez contre la peine de mort depuis des décennies. D'où vous vient déjà cette révolte, cette combativité et cette envie d'agir, pas que sur l'affaire de Hank, mais en général ? Alors déjà, je veux préciser que ce sont deux choses différentes. Les gens mélangent toujours un peu les deux. Je suis militante d'un côté, mais ça n'a pour moi rien à voir avec la relation personnelle que j'ai avec mon mari. Alors moi, j'ai commencé à militer quand j'étais ado, quand il y a eu une exécution en France en 1976, et ça m'a énormément choquée parce que je n'avais pas imaginé à l'époque, c'est pas un sujet dont on parlait beaucoup, qu'on exécutait des gens. Et c'est un jeune homme, il avait 22 ans. Ça m'a mis vraiment en colère. Et donc, j'ai commencé à militer en France pour l'abolition. Et puis, une fois qu'on a aboli, je n'ai pas pensé que ça allait continuer. Et puis, ça a continué parce que, effectivement, à travers le monde, il y a beaucoup... c'est une vraie problématique parce que la peine de mort est beaucoup utilisée comme un outil de répression politique et qui n'a rien à voir avec la justice, qui a à voir avec la vengeance. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a porté depuis cette époque-là dans mon combat. Du coup, j'imagine que 76, c'est l'affaire de Christian Ranucci, je pense, au niveau des dates, c'est ça ? Oui, c'est pas tellement le fait qu'il était potentiellement innocent, c'était son âge, moi, qui m'a énormément choquée. Me dire à 22 ans, on va le tuer, on lui donne pas une deuxième chance. Enfin, ça a été quelque part une révélation et je me suis beaucoup intéressée à la justice en France. Concernant Hank, comment vous l'aidez au quotidien ? Alors ça, c'est la face cachée de l'iceberg. On est en général très soutenu quand il y a des dates d'exécution, des audiences. Mais ce que les gens n'imaginent pas, c'est le quotidien de l'attente. Et ça, c'est 7 jours sur 7 toute l'année. Il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de vacances. Ça, c'est extrêmement solitaire. C'est très long. La dernière décision de justice, on l'a attendue pendant 3 ans et demi. Pour un rejet unanime. C'est-à-dire que les 9 juges ont voté contre lui. Et là, franchement, ça a été un gros coup sur la tête, là, début octobre. Mais globalement, au quotidien, c'est l'appuyer, l'aider dans ses démarches au sein de la prison, parce qu'ils sont parfois extrêmement maltraités, que l'administration pénitentiaire ne respecte pas son propre règlement. Moi, je fais tout un travail de documentation pour lui sur les aspects juridiques, parce que c'est un droit de jurisprudence, donc en fonction des décisions qui sont prises à un endroit des États-Unis ou à un autre, ça peut nous aider, nous, à réouvrir certains axes de son dossier. Beaucoup de données, j'ai fait beaucoup de recherches médicales et sur les conditions de détention, puisque on a porté plainte 3 fois contre l'administration pénitentiaire, on a gagné 3 fois d'ailleurs, mais c'est un parcours du combattant parce qu'on a aussi souffert de représailles de l'administration pénitentiaire. Du coup, vous, comment en tant qu'individu, que ce soit vous ou accompagné de Hank et de vos proches, comment vous arrivez à combattre, à quand même vous opposer à ce système judiciaire qui est américain, qui est très complexe en plus ?
Alors, aux États-Unis, c'est assez complexe parce que c'est un système. Il y a 2 juridictions. Il y a la juridiction fédérale qui relève du président des États-Unis et des juges fédéraux qu'il nomme à vie. Et puis, chaque État a sa constitution, son code pénal. Donc, du coup, en fonction de la nature d'un crime, il ne va pas être passible de la même sentence d'un État à un autre. Donc, il faut il faut rencontrer les élus. Que ce soit au Sénat, à la Chambre. Je connais beaucoup d'avocats, des détectives privés. Le mouvement abolitionniste dans son ensemble, même si au Texas, il est très, très éclaté malheureusement, parce qu'il y a 3 groupes différents. Il y en a certains qui ne veulent pas se parler parce qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies. Donc ça fait quand même plus de 22 ans que j'essaye d'un peu de travailler avec tout le monde, mais il y a des moments c'est compliqué. Donc oui, de toute façon, c'est un travail de longue haleine. D'abord parce qu'il y a un travail de sensibilisation et d'éducation à faire. Mais je vois la différence entre, par exemple, en 2000, je me souviens qu'il y a un sondage qui avait été fait et 80% de la population était en faveur de la peine de mort. Aujourd'hui, on est à 53%. Donc, on a une marge de manœuvre quand même intéressante. Et comment va Hank? Comment ça se passe pour lui dans le couloir de la mort au quotidien? Le quotidien, c'est très dur parce qu'il a été, lui, dans les 10 premiers qui ont été transférés de la prison où était le couloir de la mort à Huntsville. Il a été transféré en 1999 en prison de haute sécurité. Et ça veut dire que ça fait 23 ans et demi qu'il vit à l'isolement complètement. Il est seul tout le temps. À part les gardiens qui viennent le chercher pour l'emmener au parloir, à la douche, en promenade, où il est seul, ils sont tout le temps seuls, dans une toute petite cellule, 23 heures sur 24, 5 jours sur 7, et le week-end, 24 heures sur 24. Donc oui, c'est très compliqué, et puis le Texas est un État qui exécute énormément, et d'ailleurs il le dit souvent, que son plus gros traumatisme, c'est de voir tous ses copains se faire exécuter. Parce que depuis qu'il y est en mars 95, il y a eu plus de 525 exécutions rien qu'au Texas. Donc ça, psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Puis on voit la privation sensorielle, on ne se voit que derrière une vitre, on se parle au téléphone. À part les gardiens qui le passent les menottes, il n'a aucun contact tactile avec qui que ce soit, quoi. Donc ça, c'est très dur. Ouais. Ouais, nous, ce qui nous a marqué aussi, c'est que Hank a fait plusieurs interviews. On en a regardé une sur YouTube qu'on a conseillé de regarder dans le podcast. Et c'est aussi surtout ce qui nous a frappé, c'est la notion du temps, de la réalité qui est un peu complètement changée, puisqu'on n'a pas de notion du temps. Et aussi même l'extérieur, on le voit à travers une vitre qui est sale, qui est brouillée. Donc c'est vrai que ça doit être plutôt compliqué, je pense, à vivre au quotidien. Non ? En fait, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, il m'avait dit que la réalité du monde extérieur, ça commençait à être un peu comme une vieille photo, un peu sépia, commence à s'effacer. Et récemment, il m'a encore dit que la réalité du monde, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que sa notion du temps, elle est complètement déstructurée. C'est-à-dire que parfois, je lui dis, dis donc, tu te rends compte depuis combien de temps tu ne m'as pas écrit? Et il ne se rend pas compte. C'est-à-dire que 2 mois, pour lui, ça peut être comme 2 minutes, 2 semaines, 2 jours. Et de temps en temps, je suis un peu obligée de lui secouer les puces. Et ça, on n'y peut rien. Mais ça, l'isolement carcéral, partout dans le monde, ça a malheureusement des effets dramatiques. Psychologiquement, c'est très dur. C'est très dur, ouais. Donc Hank est condamné en 1995 à la peine capitale. Et c'est un petit peu plus tard, en 96, que vous rentrez dans sa vie. Pourquoi avoir commencé une correspondance avec Hank? Et comment avez-vous pris conscience de son affaire, connaissance de son affaire? Alors moi, à l'époque, je n'avais pas du tout de correspondance aux États-Unis, mais quand j'ai habité en Angleterre, j'étais responsable régional de 2 pays africains, qui à l'époque étaient le Rwanda et le Burundi, c'était avant le génocide. Et puis quand j'ai décidé de quitter Amnesty, j'ai quand même continué à faire les actions urgentes pour des condamnés à mort aux États-Unis. Et en France, j'ai rencontré un jeune juriste qui avait fait sa thèse sur la peine de mort au Texas. Donc il m'en a passé une copie. Et je l'ai lu et les bras m'en sont tombés, quoi, parce que j'étais encore très naïve sur les États-Unis, un État progressiste, moderne, etc. Et puis après, il me dit, mais tu sais, dans le couloir de la mort du Texas, il y a une association tout à fait unique dans le pays, puisqu'elle a été montée, qu'elle est gérée par les condamnés à mort. Et donc, ils font une newsletter trimestrielle. Et ils parlent, il y en a certains qui font des poèmes, il y en a qui font des articles politiques, il y en a qui parlent de leurs dossiers ou de leurs enfants, de leur famille. Et il me dit, si ça t'intéresse, si tu peux la traduire en français, comme ça on s'en sert pour sensibiliser les gens qui ne sont pas anglophones. Donc je lui dis, ok, j'en fais 3-4, je crois, ou 2-3. Et à ce moment-là, il me dit, mais si tu as envie de correspondre avec quelqu'un au Texas, j'ai 3 personnes auxquelles je pense et je suis sûre que tu t'entendras bien avec elles. Et Hank était une de ces 3 personnes. Ok. C'est beau. C'est comme ça qu'on a commencé à s'écrire. Voilà. Vous vous êtes mariés en 2008.
Qu'est-ce qui vous a fait franchir le cap et en quoi votre relation avec Hank a été différente, par exemple, des 2 autres personnes avec qui vous correspondiez? Alors, je vais commencer par les correspondants. Sur les 3, il y en a un avec qui je me suis pas bien entendu. Enfin, on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais je le vois encore souvent au parloir. Hein, donc et il est ami avec Hank, donc on se connaît. Le second, je lui ai écrit pendant des années, je le visitais aussi, et il a été commué il y a maintenant 8 ans. Donc, il est en prison. Il n'est plus en couloir de la mort. Et d'ailleurs, le premier que j'ai mentionné, malheureusement, a aussi une date d'exécution pour le mois de janvier. Donc là, toute cette génération-là, ça commence à être très, très chaud. Et alors, le mariage, c'est pas du tout ma demande ou mon choix. C'est Hank qui m'a écrit ça à la fin d'une lettre, dans un post-scriptum. Au fait, il faut qu'on se marie maintenant. Moi, je ne m'étais jamais mariée, je ne suis pas particulièrement pro-mariage. Enfin, pour moi, ça ne changeait rien dans le fait qu'on était ensemble, quoi qu'il arrive. Et donc, je le vois en visite, parce que j'étais au Texas à ce moment-là. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ça te prend comme une envie de pisser. C'est quoi? Il y a une urgence. À l'époque, il n'avait pas du tout. Il n'était pas au bout de ses appels. Donc, c'était pas une espèce de pour se sécuriser administrativement. Mais je pense qu'effectivement, il avait besoin de savoir, malgré toutes ces années déjà passées, que j'allais pas tourner les talons et m'en aller. Donc, j'ai dit OK. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et comment ça se passe un mariage? Parce que d'après ce que j'ai lu, c'est un mariage par procuration, ce qu'il n'y a pas en France. Comment ça se passe? Et qu'il n'y a plus non plus au Texas désormais. Ah, c'est fini. C'est fini. D'accord. C'est fini parce qu'en fait, à l'époque, l'administration pénitentiaire, au Texas en tout cas, n'acceptait pas de faire des mariages dans l'enceinte des établissements. Et donc, on se mariait effectivement par procuration. Donc, il faut savoir qu'après qu'il m'a envoyé cette lettre et que je l'ai vue et que je lui ai dit OK, on a été interdit de visite et de courrier. Par hasard. Donc, c'est une amie qui lui a écrit, qui lui a envoyé tous les papiers pour que je puisse retirer une licence de mariage. Il fallait qu'il remplisse un formulaire, qu'il choisisse la personne qui allait le représenter, puisqu'évidemment, il ne pouvait pas être là. Récupérer son certificat de naissance, enfin bon, les trucs habituels. Et donc, c'est elle, avec elle que je me suis mariée, entre guillemets. Et donc, on retire une licence de mariage. Ensuite, elle est valable 30 jours, je crois. Donc, il faut rapidement prendre rendez-vous avec un juge de paix. Et c'est lui qui officie. Et par contre, après, pour faire valider mon mariage en France, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, en France, le mariage par procuration n'est pas légal. Et fort heureusement, le vice-consul de France à Houston, qui est venu et qui est resté un ami, m'a dit « Je te promets, je m'en occupe ». Ça a pris pas très longtemps parce qu'on s'est mariés en octobre et je crois que j'ai reçu mon livret de famille en janvier. Et il a galéré entre le ministère de l'Intérieur, la famille, les affaires étrangères, mais il a réussi. Donc voilà. C'est beau. Et en fait, ça a été supprimé au Texas parce qu'il y a une femme qui était divorcée, qui a retiré une licence de mariage pour réépouser son ex à son insu en imitant sa signature pour emprunter un max d'argent dont il était redevable. Et là, c'est là qu'ils ont suspendu le mariage par procuration, sauf qu'il y a eu un flou parce que du coup, les prisonniers ne pouvaient plus se marier. Sauf que constitutionnellement, ils ont le droit de se marier. De fait, au bout de 6 mois, ils ont changé le règlement dans les prisons pour que les gens puissent se marier dans les prisons. Donc maintenant, vous pouvez aller en prison et vous marier avec la personne aujourd'hui, élue oui. de votre cœur. Voilà. Très bien. Toujours derrière une vitre. Hein, mais oui, bon, bien sûr. Mais bon. Alors, on vient dans ce podcast de raconter donc son histoire. On a ressenti l'injustice tout du long. Une enquête, un procès à charge, des preuves qui sont manipulées ou mystérieusement, entre guillemets, disparues. Comment, de l'intérieur, vous vivez cette injustice au quotidien, même après le procès? On la vit mal, forcément. On la vit mal. Alors, je ne vais pas dire qu'on s'habitue, mais moi, j'ai travaillé sur un certain nombre de dossiers, pas que sur celui de Hank. Et malheureusement, son dossier n'est pas une exception. Je dirais que l'exception dans son dossier, c'est que du verdict jusqu'aux réponses de l'État sur ses appels, on est dans les malversations voulues. On n'est pas dans de l'erreur, là. Il y a vraiment un choix délibéré, comme dans beaucoup de cas de condamnés à mort qui ont été innocentés. Il y a eu quelques erreurs, mais il y a aussi beaucoup d'intentions, parce que la justice est politique, que les juges sont élus, que les procureurs sont élus. Eux, la vérité, ils s'en fichent. Clairement, ils veulent du résultat, ils le veulent vite pour faire leur campagne électorale. Ils sont en moyenne réélus tous les 4 ans. Donc au quotidien, on se dit qu'il ne faut surtout jamais rien lâcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter ça, et que peut-être on perdra, peut-être on gagnera, mais quoi qu'il arrive, il ne faut jamais lâcher. Et c'est comme ça que, d'abord, on fait évoluer le droit aussi, et qui bénéficie aux autres détenus. Du coup, est-ce que pour vous, l'affaire de votre époux, c'est un reflet direct du malfonctionnement du système judiciaire aux États-Unis? Oui, c'est un des dossiers qui vraiment éclaire sur tous ces dysfonctionnements qui sont d'abord liés
il faut le dire clairement, c'est une discrimination sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens riches dans les couloirs de la mort et ce n'est pas un hasard. Hein. Il y en a beaucoup qui sont acquittés complètement et puis il y en a qui prennent des petites peines de prison, on va dire. Donc à partir du moment où vous n'avez pas l'argent pour être bien représenté, et surtout, il n'y a pas de juge d'instruction. Donc l'État instruit à charge avec des moyens illimités. Et l'accusé, souvent, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et encore, Hank faisait déjà du droit à l'époque, donc lui, il avait bien conscience des enjeux. Mais ça a été truqué dès le départ. C'est-à-dire que même pendant sa détention préventive à la prison du Comté, le shérif photocopiait tout son courrier juridique entrant et sortant, ce qui est complètement illégal, et le transmettait au procureur. Donc, c'est parti comme ça. Ça a commencé comme ça, déjà. Et donc du coup, est-ce que ça peut vous faire perdre espoir à la longue? Puisque je vous demande ça parce que c'est un combat donc difficile. Et quand on voit qu'on a tout un système, que c'est politique, que les gens cherchent le résultat, comment on fait pour tenir quand on est tout seul, entre guillemets, face à un État, à un pouvoir, à de la politique? Vous savez, les changements dans le monde, les changements sociétaux, ils viennent aussi du fait que des individus se mobilisent. Alors, ils peuvent se regrouper, mais le travail qui est fait individuellement et ensuite aussi collectivement font bouger les choses. Alors, évidemment, qu'à notre échelle temps, ça paraît extrêmement long. Oui, il y a des périodes où on désespère. C'est-à-dire que là, quand on a perdu, là, au mois d'octobre, là, ça me ferait jamais baisser les bras. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible qu'on a attendu 3 ans et demi pour ça, qu'il est en train de crever dans une cellule tout seul et qu'on n'avance pas. On n'avance pas parce que les cours d'appel ne cherchent pas non plus la vérité, elles cherchent à confirmer une culpabilité. C'est tout ce qui les intéresse. Et ça, du coup, c'est le fait qu'en fait, que la notion même de la justice soit complètement faussée. Ça, et je ne suis pas du tout quelqu'un de colérique, mais il y a des moments, Voilà, ça m'énerve quand même bien. Mais bon, on travaille, il faut aider tous les autres dossiers aussi. Lui, il travaille beaucoup sur les dossiers de ses amis qui sont dans le couloir. Qui ont des très mauvais avocats ou des avocats qui ne font rien. Il en a quand même fait... il a fait gagner quand même plus de 9 dossiers. Donc, soit certains ont été commués, soit certains sont sortis. Et là, il travaille sur 2 autres où c'est en bonne voie aussi. Donc, lui aussi, pour lui, c'est une façon d'exister, de faire avancer les choses, faire avancer le droit. Parce que sinon, il n'y a aucune vie dans le couloir de la mort. Et justement, on en parlait, donc Hank qui a un passé dans le droit. Est-ce que ses activités, parce qu'il défendait les droits des citoyens accusés à tort et exposait les violations des droits des citoyens par les autorités, est-ce que ça a joué un rôle important dès le début de l'enquête? Car comme on peut le lire sur votre site internet Justice for Hank, c'est pas la première fois que le procureur a voulu accuser Hank d'un crime qu'il n'avait pas commis à l'époque. Ah oui, mais c'est très clair que c'est le point de départ. C'est-à-dire que déjà, c'est une petite ville, très, on va dire, faussement chrétienne et très coincée, avec énormément de corruption, beaucoup de problèmes de drogue. Et du coup, lui, son grand dada, effectivement, c'était de faire du tort au shérif. Mais pas pour lui faire du tort, mais pour faire sortir des gens qui avaient été mis en prison et qui n'avaient rien fait. Alors ça, déjà, c'était un accomplissement intéressant pour lui, sauf que, comme il a une grande gueule, il s'en targuait dans les médias locaux. Donc, il était détesté par le shérif, par le juge. Et quand le shérif a été appelé de la scène de crime par des policiers, de certains de ces policiers, il a dit tout de suite, c'est Skinner, arrêtez-le. Il n'y avait eu aucune enquête, il n'était pas allé sur place. Donc ça a amorcé cette problématique. Après, les différents procureurs qui se sont occupés de son dossier sont tous tombés pour de la corruption, possession de drogue, intention de distribuer, pédopornographie. Enfin, il a eu quand même la totale, c'est vrai. Mais ce point de départ, c'est évident qu'avant qu'il ait été arrêté pour ce triple homicide, le shérif, je crois, le procureur de l'époque ou le juge de l'époque avait émis au moins 14 mandats d'arrêt qui n'ont jamais tenu, qui n'ont jamais abouti, parce qu'il n'y avait rien. Donc il y avait vraiment un truc de revanche personnel, d'orgueil, d'ego, de pouvoir. Et c'est clair que, il en a payé le prix. C'est sûr que quand ils l'ont coincé pour ce crime, lui, il ne pensait pas que ça irait jusque-là. C'est-à-dire que même à son procès, je lui ai dit, mais t'en as pensé quoi des gens qui sont venus témoigner? Mais il m'a dit, mais j'ai halluciné parce que y avait des témoins qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, qui venaient parler de moi. Et il dit, franchement, j'avais la mâchoire décrochée, quoi. On dirait vraiment le scénario d'une série américaine typique, mais qui se passe dans la vraie vie, quoi, en fait. Voilà, et si on mettait ça dans un film, tout ce qu'il a vécu depuis son arrestation, mais on ne nous croirait pas. On nous dirait que c'est de la fiction pure, et pourtant non.
On parlait des magistrats, des juges, des procureurs qui clairement avaient quelque chose contre Hank, pardon. Lors du procès, Hank a été défendu par un avocat commis d'office. Vous nous avez fait comprendre que cet avocat était véreux. C'est Harold Comer. Il le connaissait déjà à travers son travail avec d'autres détenus et il a souvent eu affaire à lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet avocat et sur le reste de la magistrature qui clairement est corrompue? Alors, Harold Comer, c'est quand même un cas d'étude, celui-là. Hein. D'abord, il avait essayé d'instruire, en tant que procureur, il avait essayé d'instruire des dossiers contre Hank, qu'il avait perdu d'ailleurs. Donc déjà, il y a un conflit d'intérêts majeur. Hein. Il a instruit contre Hank et il se retrouve son avocat commis d'office. Il a été obligé de démissionner de ses fonctions de procureur parce que c'était un junkie qui avait volé des saisies de drogue et d'argent de la drogue. Et donc, copain avec les autres magistrats lui ont dit, écoute, démissionne, la ramène pas, tu gardes ta licence, tu as le droit de pratiquer, on te filera des commissions d'office. Donc il se retrouve avec ce dossier, avec un client qu'il n'aurait jamais dû avoir parce qu'il y avait un conflit d'intérêts. Et en plus, il est payé le montant le plus élevé jamais payé à un commis d'office au Texas pour un dossier de peine capitale, qui correspondait à $10 près au montant qu'il devait payer parce qu'il n'avait pas payé ses impôts fédéraux, sinon il allait en prison. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc il n'a pas appelé, il n'a pas cité à comparaître des témoins à décharge qui s'étaient manifestés auprès de lui. Il n'a pas voulu faire de tests. Bon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, 94-95, c'était les tout débuts des tests ADN. On faisait plutôt des sérologies. Et lui n'a pas voulu les faire. Il dit aujourd'hui qu'il n'a pas voulu les faire parce qu'il pensait que son client était coupable. Alors que Hank les réclamait, et on a des lettres, des correspondances qu'il a envoyées à son avocat, où lui, il a tout depuis le début crié son innocence et il demandait ce qu'il y ait des tests. Le peu de tests qui avaient été pratiqués sur la scène de crime ont été arrêtés, je crois, après 3 scellés parce que ça l'excluait. Donc quand même, quand les armes de crime l'excluent. Donc du coup, on s'est retrouvé en appel avec, on va dire, 98% des scellés qui n'avaient jamais été testés, alors qu'il avait été condamné à mort et qu'il avait eu plusieurs dates d'exécution. D'où la bataille qui s'en est suivie pour obtenir un test ADN. Et Comer, on s'est vu à une audience en 2015. Il est venu assister à l'audience. Il a quand même eu le culot d'aller voir les avocats de Hank parce qu'il voulait aller déjeuner avec eux. Et le mec, mais aucun scrupule, aucun état d'âme, quoi. Et les avocats ont très poliment l'ont remercié, ont décliné, mais... Alors, je pense qu'il se pose quand même des questions, parce qu'il a donné des interviews en 2010, etc. On sentait qu'il n'était pas... mais il pratique toujours, il est toujours avocat. Hein. Donc il y a eu une manipulation aussi du jury avec des rumeurs, beaucoup de rumeurs, enfin bref, beaucoup de fautes flagrantes, et pourtant l'issue du procès est une condamnation à mort. Le 24 mars 2010, Hank est à moins de 25 minutes, 23 minutes exactement, de recevoir une injection létale quand la Cour suprême lui accorde un sursis et suspend son exécution. Revenons un tout petit peu avant. À quel moment vous apprenez-vous que la date d'exécution vient d'être fixée ? On l'a su en novembre 2009 et elle était au départ fixée pour le 24 février 2010. Il se trouve... Alors vraiment, moi je ne crois pas aux coïncidences, que le 24 février 2010, c'était l'ouverture du Congrès mondial contre la peine de mort au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et là, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Bon, moi, je bossais dessus, on le préparait. Et j'avais une réunion, on avait une réunion de travail d'ailleurs au consulat de Suisse à Paris. Et personne, parce qu'il y avait très peu de gens qui connaissaient ma relation avec Hank à l'époque, et tout le monde était en train de dire, bon, bah, moi, Genève, j'arrive à telle date, je vais faire ça, je m'occupais de ci, je m'occupais de ça. Bon, on va déjeuner, puis après le déjeuner, je me dis, bon, il faut quand même que je leur dise. Donc, je leur dis, bah, écoutez, je suis désolée, mais il est quand même très probable que je ne serai pas à Genève. Et là, tout le monde me regarde en me disant, mais attends, c'est quoi cette histoire ? Ça fait 1 an qu'on bosse là-dessus. Et je dis, ben, vous ne le savez pas, mais je suis mariée, mon mari est condamné à mort, et il a une date d'exécution pour le 24 février 2010. Donc, le gouvernement suisse a voulu aussi beaucoup s'appuyer sur cette histoire et cette date. Et il se trouve qu'en fait, il y a eu un vice de forme, un vice de procédure sur le mandat d'exécution, puisque normalement, le juge a 10 jours pour le transmettre à l'administration pénitentiaire. Il a attendu 3 semaines. Donc, les avocats ont protesté. Normalement, il aurait dû annuler ce mandat et reprogrammer une date, mais il a tout fait dans le même document, ce qui fait qu'il a décalé d'1 mois la date d'exécution.
Donc, elle était programmée au 24 mars. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai repris un avion, j'ai posé ma valise, j'ai fait un sac, je suis partie à Genève, je suis revenue de Genève 4 jours après, et une semaine après, je repartais au Texas. Mais on l'a appris, alors, par hasard. Mais les deux dates, 2010-2011, on les a appris par hasard. 2010, c'est son avocat, c'était dans son bureau, puisqu'il était prof de droit à Austin. Il a un de ses confrères qui a regardé, parce que l'administration pénitentiaire poste la liste des exécutions programmées. Et il est allé voir parce qu'il attendait une date pour un de ses clients et il voit que Hank a une date. Donc il prévient l'avocat de Hank en disant « Dis donc, tu es au courant que ton client a une date ?» Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appris. Mais en plus, à cette période, je crois, si je ne me trompe pas, c'est pile dans la période où vous n'aviez plus le droit de communiquer avec Hank, c'est ça? Alors, à ce moment-là, 2009, non. Fin mai 2008 jusqu'à juin 2012, on n'a plus de parloir. Et on a retrouvé notre droit à la correspondance en février 2010. Donc, je pouvais recommencer à écrire. Et ça, c'est pareil, c'est grâce au consulat de France à Houston qui s'est battu. Et j'ai au moins récupéré le droit à la correspondance. À partir de là, donc la course contre la montre s'accélère. Que faites-vous et que mettez-vous en place pour annuler cette exécution du 24 mars? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord le fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de médiatiser le dossier de Hank, même si je savais quelque part que les pressions de France avec le Texas ne servirait pas à grand-chose. Mais moi, j'avais besoin d'être dans l'action. Lui, il a très vite travaillé à une stratégie de défense auquel ses avocats ne croyaient pas du tout. Au départ, il ne voulait pas en entendre parler. Il lui disait qu'il était cinglé. Il lui a dit, mais de toute façon, non seulement ça ne va pas marcher, mais tu vas te faire tuer, quoi. Il leur a dit, écoutez, vous êtes gentils, c'est ma vie, donc c'est ma décision. Et ils ont commencé à creuser un peu la question qu'ils voulaient aborder et voulaient soumettre à la Cour suprême des États-Unis. Et ses avocats lui ont dit, écoute, on a fait un peu de recherche et c'est pas con du tout ton idée. Et son idée, c'était qu'effectivement, il avait, lui, quand on lui a refusé pour la deuxième fois des tests ADN au pénal, il est allé les demander au civil. Donc il a attaqué au civil la procureure de l'époque, qui avait le contrôle des scellés. Et elle n'avait pas besoin d'une décision de justice, elle pouvait ordonner des tests ADN à tout moment. Et il s'est fait jeter et on lui a dit « Ah non, mais vous n'êtes pas dans la bonne juridiction, vous ne pouvez pas demander des tests ADN au civil. » Sauf que dans certains États, on peut demander qu'au civil, dans d'autres États, ça peut être le pénal et le civil. Donc il y a un vrai problème d'uniformisation sur l'ensemble du territoire américain. Et c'est pour ça que la Cour suprême a finalement instruit cette question. Même si quand elle a accordé le sursis illimité, elle n'a pas accepté le dossier. Moi, c'est la première question que j'ai posée aux avocats. On s'est retrouvés tout de suite et je leur ai dit est-ce qu'elle a accepté le dossier? Ils m'ont dit non, elle se laisse du temps. Et là, moi, alors là, c'est l'estomac qui s'est retordu parce que si tous les lundis après, c'est le jour où elle rend des décisions, des dossiers qu'elle va instruire, et tous les lundis, c'était de se dire si elle dit non, c'est mort. Il reprend une date pour 30 jours après et c'est fini. Là, on n'avait plus rien. Et en fait, ça a été tous les lundis pendant 3 mois et ça a été jour pour jour jusqu'au 24 mai. On voyait que toutes les semaines, le dossier était reprogrammé en conférence le vendredi pour leur réunion du vendredi. Elle a accepté le dossier. Et là, on a eu, jusqu'à l'audience du 13 octobre 2010, on a eu, juin, juillet, août, septembre, octobre. On a eu 5 mois. Réellement, on a pu... Vous avez pu souffler. Souffler, se poser, essayer de retrouver le sommeil et essayer de reprendre des forces parce qu'il était épuisé comme moi aussi. On n'était pas bien du tout. C'était compliqué. Psychologiquement, on gère... Moi, j'ai gardé des séquelles qui commencent à revenir maintenant qu'il a une nouvelle date, alors que j'avais réussi à dépasser certains problèmes. Et bien là, ça recommence. Donc voilà. Donc on s'occupe, on est dans l'action, on est dans la com. On a fait... J'ai un ami avec lequel je travaille sur tout ce qui est réseaux sociaux. On avait fait une première pétition à l'intention de la procureure et on a fait tout de suite dans la foulée une pétition au gouverneur qui était Eric Perry à l'époque, qui a eu... ses avocats, ils n'en revenaient pas. C'est-à-dire qu'en moins de 48 heures, on avait quasiment 200 000 signatures, dont beaucoup de signatures texanes et le reste des signatures américaines. Donc on sentait qu'il y avait un vrai truc. Eric Perry, d'un seul coup, s'était transformé en Monsieur Justice. Donc il y avait un projet de loi qui simplifiait l'accès au test ADN en appel. Donc il l'a beaucoup porté, ce projet. Il a été voté et lui, il l'a signé donc en mai 2011. Donc là, nous, on s'est dit, déjà, on attendait la décision de la Cour suprême.
Mais franchement, à l'audience, on a vite vu que c'était gagné, quoi. Les avocats pensaient que ce serait 5-4, avec Hank, on pensait que ce serait 6-3, et ça a été 6-3. Mais du coup, on savait que la nouvelle loi, elle était applicable au 1er septembre 2011. Et là, c'était sûr qu'il aurait ses tests ADN. Il ne pouvait plus lui refuser. Et donc, fin de printemps, début d'été, tout le monde se dit, yo, on peut souffler, les avocats partent en vacances, son avocat principal part en Europe. Il me dit, je suis joignable jusqu'à telle date, après je vais partir faire de la rando en Écosse, donc je n'aurai pas forcément de réseau, machin. Et puis, fin juin, c'était fin juin ou fin juillet ? Non, fin juillet, je crois. J'ai une copine au Texas, moi j'étais en France, qui me dit, je vais voir Hank au parloir, est-ce que tu as un message pour lui ? Donc je lui dis 2-3 trucs. Et le lendemain, quand je me lève, parce qu'avec le décalage horaire, moi j'étais couchée quand elle est rentrée, elle me dit, j'ai vu Hank, et il a une nouvelle date d'exécution pour le mois de novembre, et il est en Death Watch. Donc branle-bas de combat pour prévenir les avocats. Rob ne répondait pas. Alors au départ, je fais un mail aux deux. C'est leur mail pro, donc je ne sais pas s'ils relèvent leur mail ou pas. Et puis à midi, j'avais toujours rien de personne. Donc là, je fais un texto à son avocat qui était en France en me disant, il n'a peut-être pas coupé son portable, il n'est peut-être pas encore dans l'avion pour partir en Écosse, etc. Rien. Donc fin d'après-midi, parce que là, j'ai tourné comme un lion en cage toute la journée, je téléphone à son autre avocat. On se connaît, mais moins bien peut-être qu'avec Rob. Et donc, je l'appelle sur son portable, ce que je n'avais jamais fait depuis toutes ces années. Et je lui dis, Doc, je suis désolée de te déranger. Je voulais juste savoir si tu avais reçu mon mail. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu étais au courant. Il m'a dit non, c'est toi qui me l'as appris. Il m'a dit, je me doutais qu'il y avait un risque et j'avais même prévenu le juge que ça servait à rien. Et donc, du coup, on s'est retapé une course contre la montre parce que le juge a attendu pour répondre à cette demande de test ADN qui a été déposée tout début septembre. Il a attendu début novembre pour répondre. Et la date était le 9 novembre. Très proche de la date, encore une fois. Et donc, alors, les avocats étaient stressés, et beaucoup plus que moi, parce que moi, j'étais convaincue que, vu la logique judiciaire, la Cour d'appel ne pourrait pas statuer sur cette histoire en 48 heures. Donc, c'était évident qu'elle allait accorder un sursis. Mais bon, ça a été... voilà, c'est encore rebelote, une fois rebelote, dernière visite, parce qu'on était interdit de parloir général, mais on a eu droit quand même aux dernières visites, ce qui est, pas forcément le meilleur contexte pour parler. Mais bon. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Death Watch ? Death Watch, c'est que quand quelqu'un a une date d'exécution, en tout cas au Texas, attention, je le redis, c'est différent dans chaque État, il y a un bloc de détention qui est réservé à tous ceux qui ont des dates d'exécution, et donc ils sont transférés. Et Hank a été transféré alors qu'il a une date très lointaine, et ce qui est très rare au Texas. En général, les dates, c'est dans les 3-4 mois, c'est très rarement beaucoup plus loin. Et ce qui est très difficile pour eux parce que d'abord ils ont des restrictions énormes, il y a une caméra dans leur cellule, ils sont réveillés toutes les 3 heures, ils voient tous leurs potes partir à leur exécution. Donc ça, c'est pour Hank, je crois que c'était quand il a appris sa date pour septembre 2013, c'était sa plus grosse angoisse, c'est-à-dire il faut tout faire pour que je ne sois pas transférée tout de suite en Death Watch. Parce qu'il dit là, je ne sais pas comment je vais tenir le coup de revoir mes potes partir et puis d'être réveillée tout le temps, surveillée. C'est combien de temps avant qu'on est transféré en moyenne ? Dès que la date est arrivée à la prison, dès que le mandat d'exécution est arrivé. Ah oui, donc si c'est dans 6 mois la date, on reste 6 mois en Death Watch. Mais c'est vrai qu'au Texas, c'est très rare. Autant il y a d'autres États, parfois les dates, elles peuvent être pour dans 2 ans. Mais au Texas, c'est pas le cas. Ouais, c'est très c'est très rapproché. En général, c'est rapproché. Ouais. Et justement, donc cette date du 24 mars, qui est l'une des plus frappantes quand on en parle, parce que c'est vraiment jusqu'au dernier moment où l'exécution a été suspendue. Comment elle se passe cette journée quand on est Hank, quand on est sa famille, quand on est ses proches, ses avocats ? Nous, on a été au parloir jusqu'à midi. Enfin, j'ai laissé ses filles d'abord au parloir, c'était compliqué parce qu'il y a une de ses filles qui ne voulait pas partir. Et moi, au départ, nous, on ne s'était pas vus depuis longtemps puisqu'on était interdits de parloir. Donc nous, on se réjouissait de ces 2 jours et demi passés ensemble. Et puis ses filles, qui ne l'avaient quasiment jamais vu, se sont manifestées. Donc je me dis, évidemment qu'il faut qu'elles voient leur père. Sauf que du coup, au lieu de se voir 2 jours et demi, en 2 jours et demi, on s'est vu 1h15, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, là, j'avais calculé que cette dernière matinée, puisqu'à 12h, le parloir s'arrête, lui ne remonte pas en cellule, il est transféré directement à la prison où se situe la chambre d'exécution. Sauf que sa fille qui était arrivée en premier n'a pas non plus laissé de temps toute seule à sa demi-sœur.
Et moi, quand je suis arrivée, on ne peut pas être plus de 2 au parloir en même temps, 2 adultes. Et la fille me dit, maintenant, vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il y a 2 personnes. Je lui dis, alors là, vous vous démerdez, vous passez un coup de fil au parloir, mais il y en a une des 2 qui sort, ou les 2. Mais c'est bon, là, j'ai quasiment pas vu mon mari. Là, tu vois, je regardais l'heure, c'était un peu chaud. Et donc cette journée, c'était compliqué. Je suis arrivée, sa fille aînée est sortie. Celle qui était arrivée en premier était toujours là, elle était en pleurs. Lui, je le voyais me lancer des regards, je ne savais plus comment gérer le truc. Donc je l'ai prise dans mes bras, je l'ai rassurée, je lui ai dit ne t'inquiète pas. Alors autant lui, il était convaincu qu'il allait mourir, autant moi j'étais convaincue qu'il n'allait pas mourir. C'était notre débat du moment. Donc elle a fini par sortir et on n'a pas eu énormément de temps. Mais bon, on a pu se parler quand même. C'était une journée hors du temps. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, je dirais que voilà, avec le recul, je me dis, c'était une journée en apnée. C'est-à-dire que j'ai plusieurs moments dans la journée où je me disais, respire, respire. Ça, je ne me rendais pas compte, mais je retenais mon souffle. Et quand il a fallu se séparer, ils m'ont envoyé 2 gardiennes, 2 colosses pour m'escorter à 12:02. Et franchement, c'était surréaliste. Ça, je suis sûre que si je mets ça dans un film, on ne me croira pas. Elles étaient côte-côte, chacune contre une de mes épaules. En plus, moi, le parloir, je le connaissais depuis longtemps, donc je connaissais le chemin. Elles ne m'ont pas adressé la parole, pas un regard, rien. On est sortis, après on traverse un grand jardin, et puis on sort, on est sur le parking. Donc là, moi, je m'arrête en me disant, là, c'est bon, elles vont me lâcher les baskets, quoi. C'est un peu... qu'elles me laissent un peu respirer. Et je leur dis, mais vous savez, je me souviens où je me suis garée. Elles ne me répondent pas, elles me tournent le dos et elles avancent vers ma voiture. Et j'arrive vers la voiture et là, il y avait 8 ou 10 gardiens avec des armes automatiques et des chapeaux de cow-boy autour de ma voiture. Pardon. Il y avait une journaliste française qui était là, qui m'attendait, Maryse Burgot. Elle s'est jetée sur son coffre de voiture pour sortir sa caméra. Elle s'est fait hurler dessus parce qu'elle n'avait pas demandé d'autorisation de tournage à cet endroit-là. Et en fait, ils m'ont aidé sans le savoir, ces crétins, ils m'ont aidé. Parce ils étaient complètement ridicules. Quand au parloir, on a le droit de rien amener. Alors j'avais ma clé de voiture, une petite pochette transparente dans laquelle on peut mettre des pièces pour acheter à boire au parloir, et mon passeport. Voilà, j'avais ça dans mes 2 mains. Donc je les ai regardés, je leur ai montré, je leur ai dit, mais vous pensez que je vais faire une prise d'otage avec ça Et du coup, ils m'ont mis en colère, et ça m'a boosté. C'est-à-dire que je suis partie, je suis rentrée à l'hôtel, j'étais énervée, mais au moins ça m'a donné comme un choc électrique en fait. Mais je me suis dit, mais ils sont complètement cinglés. En fait, ce dont ils ont peur, c'est que les familles attendent sur le parking et suivent la camionnette qui les emmène à Huntsville. Ils ont peur de ça. Mais il n'y a pas d'humanité du tout. C'est-à-dire que les filles, elles auraient pu me dire... je sais pas, voilà, c'est difficile, Oui. Rien, pas un mot, pas un sourire, rien, pas un regard compassionnel. glacial, De toute façon, à la vraiment, prison, en général, on est quand même considérés comme des criminels quand on va au parloir. Alors, il y a quand même les gardiens qui travaillent au parloir, qui sont souvent des gardiennes, d'ailleurs, en général. Elles sont plutôt sympathiques, parce que par rapport au public, ils sont obligés de faire bonne figure. Donc, oui, après, il m'a téléphoné quand il était à Huntsville, il avait accès au téléphone de 14 à 17 heures. Donc, il m'a appelé. Et il m'a dit, mais tu crois qu'il va se passer quoi ? Puisqu'on attendait, on n'avait pas de nouvelles de la Cour suprême non plus à cette heure-là. Et je lui dis, mais moi, je crois que tu vas vivre. Enfin, je suis certaine que tu vas vivre. Il a éclaté de rire. Donc, on a ri. Et moi, j'étais sûre que je le reverrais. Donc, je ne lui ai pas dit adieu. Lui, il était en très gros stress. Mais comme souvent, les condamnés à mort, ce n'est pas par rapport à leur mort. Ce n'est pas leur mort qui les stresse. C'est le chagrin et la souffrance que ça cause aux gens qu'ils aiment. Ça, c'est leur préoccupation majeure. Et c'est vrai que du coup... il a appelé des gens qu'il connaissait à peine. Moi, après, je l'ai engueulé. Je lui ai dit, t'es gentil, t'aurais pu me rappeler quand même. Mais bon, mais voilà. Il me dit, mais tu sais, en fait, il me dit, je me rends compte que j'étais dans une autre dimension. Je lui dis, ça, je veux bien croire, parce que moi aussi, j'étais dans une autre dimension. Donc après, on s'est regroupés avec tous des copains, des abolitionnistes. On s'est regroupés dans un hôtel où il se trouvait que les avocats étaient aussi. Je ne le savais pas, donc on s'est retrouvés là. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un sursis. Et du coup, il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu beaucoup aussi de dates de condamnation, d'exécution qui ont été données, mais vous avez aussi été aidé, j'ai entendu parler par exemple d'un professeur avec ses étudiants, je crois, qui vous ont aidé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a 190 condamnés à mort qui ont été innocentés et libérés. Et on ne parle même pas encore du chiffre de ceux qui étaient innocents, qui ont été exécutés. Et en 2000, David Protez, qui est un grand professeur de journalisme, qui a monté le tout premier Innocence Project, on parle toujours de celui de New York, mais le sien existait avant, à l'université de Northwestern, à Chicago. Et il a entendu parler du dossier de Hank. Et en 2000, même si Hank n'avait pas du tout éclusé ses appels, c'était quand même très chaud. Et du coup, il a accepté de s'occuper du dossier. Et donc, il a envoyé 2 équipes d'étudiants, des juniors, des seniors. Il leur a dit, voilà, la date du crime, le lieu du crime, vous y allez, vous faites votre enquête, je ne vous dis rien de plus. Et donc, du coup, ils sont allés à Pampa. Et ils sont revenus avec des informations, évidemment, comme il n'y avait pas eu d'enquête de police, rien n'était documenté, avec des témoins vraiment importants. Et donc, ça a permis... Et puis, lui, il a participé à une animation de télé, une émission de télé avec... Comment elle s'appelle elle est complètement timbrée, cette nana. Elle fait des trucs sur la justice. Non, mais elle est complètement réac. Elle est dramatique. Nancy Grace. Ok. Et donc, devant Nancy Grace, il challenge, parce qu'elle avait invité le procureur de l'époque, qui, lui, était à son procès. C'est lui qui avait instruit le dossier pour le procès. Et qui l'a incité, enfin plus qu'incité, devant... c'est une émission qui est très suivie, de dire, vous allez les faire, ces tests ADN. Donc, il a dit oui. Donc, à l'époque, on s'est dit, ça va avancer, là. Voilà. Sauf que pas du tout. Il a refusé de faire un protocole pour les tests ADN avec la défense, que normalement, c'est ce qui se fait. Il y a un inventaire qui est fait, regardez les quantités, l'état des scellés, où on fait les tests, qui paye, etc. Il n'a rien voulu savoir. Il a fait faire des tests sur 5 ou 6 scellés dans un labo privé, qui a coûté une fortune aux contribuables, d'ailleurs. Et après, il a fait une campagne... absolument hallucinante dans les médias locaux, dans les journaux locaux à Pampa, en disant qu'il avait eu le labo au téléphone, que ça confirmait la culpabilité de Hank, etc. Et alors qu'en fait, quand la défense a reçu le rapport du laboratoire, pas du tout. Oui, ça l'excluait. Okay. Donc, il y a eu une campagne de diffamation vraiment très sévère. Qui a joué aussi. Ouais, lui aussi, oui. Et après, lui, il est mort l'année suivante, je crois. Il est mort d'un cancer de la bouche. Et comme c'était un menteur, un jour, il avait une altercation avec Hank au tribunal. Et Hank lui avait dit, mais c'est pas grave, de toute façon, tu mourras par là où tu pêches. Voilà, il est mort d'un cancer de la bouche. Son successeur, quand il a pris son poste, quand il a été élu, a dit, je vais faire les tests ADN, tous les tests ADN. Oh, c'est dit, youpi. Et pof, la défense le contacte. Et là, d'un seul coup, il dit, je le ferai pas sans une décision de justice. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des pressions. Ouais. De la magistrature en général. Ouais. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que plus un dossier est complexe, plus il y a de malversation, plus il se couvre sur la durée, et moins vous avez d'opportunités d'avoir une cassation. Parce que si ça tombe, il y a quand même pas mal de gens qui vont tomber. Donc du coup, parce que nous, ça c'est clair que nous, on ne laissera pas faire. Les erreurs qui ont été commises. Les erreurs ou le choix d'une manipulation qui a été faite, c'est clair. Et donc, moi, je pense que le risque sur la vie du Hank a toujours pesé sur sa vie, c'est que ce dossier, il est truffé de malversations. Il y aurait un truc, par exemple, le fait que son courrier juridique à la maison d'arrêt était photocopié, rien que là-dessus, c'est une violation de son 5e amendement, il aurait dû avoir un nouveau procès. Et bien ça, il ne l'a pas eu. Et après, ça n'a fait que se cumuler. Donc l'accumulation de... Parce que là, c'est tellement flagrant. Les gens se disent, non mais attends, ils se couvrent tous. Bah oui, ils se couvrent tous. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment, ils veulent se protéger. Et la vie d'un homme ne vaut rien pour eux. Quitte à ce que Hank décède. Voilà. Donc cette journée, il m'a dit... Parce qu'après, évidemment, quand ils l'ont ramené à la prison, il était vide, sa cellule, puisqu'il avait dû se débarrasser de toutes ses affaires quand ils sortent pour aller être exécutés. Il m'a dit qu'il était tombé contre le mur quand il a eu son avocat et qu'il a glissé. Et je lui ai dit, moi, je suis tombée dans les bras d'une amie et c'est elle qui m'a porté parce que moi, mes jambes ne me portaient plus non plus. Quoi. C'est une espèce de... C'est un réveil, c'est un truc où tout lâche, quoi. C'est-à-dire que la tension avait été telle depuis les derniers mois que... Voilà, quoi, c'était dur, ouais. Malgré tout, le combat continue toujours. Même si Hank a vu son dernier appel rejeté le 5 octobre 2022, quelles sont les options restantes pour prouver enfin son innocence et pour vous le voir enfin être libéré, peut-être ? Les options restantes, elles sont... je ne vais pas dire qu'elles sont inexistantes. Il y a des recours automatiques qui sont en cours. C'est-à-dire que le 20 octobre, les avocats ont demandé à la Cour d'appel, ont déposé une requête en reconsidération. Il faut savoir qu'au Texas, c'est jamais accordé. Mais on est obligé de passer par cette procédure pour être rejeté, pour ensuite déposer un nouveau recours à la Cour suprême des États-Unis.
Et normalement, ils auraient dû rejeter dans les 2-3 semaines. Et là, quand j'ai eu son avocat la semaine dernière, je lui ai dit, mais au fait, j'ai oublié de te demander, la cour d'appel, il n'y a pas de retour. Il m'a dit non, mais ils ont 2 gros dossiers. Puis en plus, il y avait les élections de mi-mandat début novembre. Il m'a dit, je pense que ça tombera courant janvier. Et ensuite, les avocats ont 4-5 mois pour se pourvoir à la Cour suprême. Et ben donc, c'est rebelote. Ça veut dire qu'il va falloir tenter un truc hors procédure. Et ça passera ou ça cassera. Et si ça casse, ce sera fini. Comme c'était le cas en 2010. Si la Cour suprême avait refusé, c'était terminé, on n'avait plus rien. Mais bon, la Cour suprême n'accepte moins d'1% des dossiers, donc la probabilité... elle est faible. Elle est très faible, ouais. Une nouvelle date d'exécution a été fixée au 13 septembre 2023. Vous continuez à vous battre. Si nous avons envie d'aider Hank et ses proches, est-ce qu'on a des moyens de le faire et comment, en fait ? Là, je dirais on est dans une phase où, effectivement, contrairement à la fois précédente, on a du temps. Donc, ce qui est important, c'est que les gens lisent sur son dossier, aillent sur le site, téléchargent. Il y a un flyer d'une page, un flyer de 4 pages, en français, en anglais, qui peuvent partager, soit en PDF, soit en envoyant un lien. Je pense que parce que je pense que les gens ont quand même toujours ici une vision... très erronée de la justice, entre ce qu'on voit dans les séries d'une part, et puis déjà en France, les gens connaissent assez mal le système judiciaire français, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un juge d'instruction, on est relativement rassuré, parfois naïvement, mais on est quand même relativement rassuré. Sauf que quand on explique comment se structure et comment fonctionne le système judiciaire américain, là, on se dit, ah ouais, c'est quand même très facile. Là, j'ai vu, il y a encore eu, alors pas des condamnés à mort, mais sur les 2 dernières semaines, il y a eu au moins 4 ou 5 prisonniers qui ont été libérés innocentés. Certains après plus de 34 ans de prison, quoi. Donc, c'est vrai que, dans un premier temps, là, je dirais que sur ce début d'année, moi, au niveau de la campagne, ça va vraiment être de faire connaître son histoire. Après, oui, il a toujours besoin d'avoir de l'argent sur son compte à la prison pour cantiner. Les timbres coûtent hyper cher. Et là, il a vraiment besoin d'échanger avec ses avocats et puis c'est des paquets de documents. Donc, à chaque fois, ça coûte $12 de timbre. Enfin, voilà, ça, c'est des petites choses au quotidien qu'il puisse manger parce qu'il a eu des gros soucis de santé en 2013. Donc, il est obligé d'essayer de maintenir un régime alimentaire équilibré. Alors là-dessus aussi, je passais beaucoup de temps pour voir dans ce qu'il peut cantiner, qu'est-ce qu'il faut qu'il mange, qu'est-ce qu'il faut surtout pas qu'il mange. Et il gère ça comme un chef. Mais voilà, on fait au mieux. Il lit beaucoup. Alors c'est vrai que c'est lui qui choisit les bouquins, d'abord parce qu'il a lu des milliers de livres, puis il a des idées très arrêtées sur ce qu'il a envie de lire. La lecture, quand vous êtes enfermé 23 heures sur 24, les lectures, l'écriture, voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'être lettrés, il y en a quand même un paquet, je peux vous dire que ils deviennent fous, quoi. Ils deviennent fous, ils n'ont pas d'activité, rien. Donc c'est terrible. Oui, donc c'est parler de lui, faire parler de lui, se pencher sur la question. Alors on a fait un doc, mais qui n'est pas sous-titré, par contre, on l'a fait pour Arte, qui était pas mal, qui est un 22 minutes, qui est sur le site, parce que tout est en ligne, sur la chaîne YouTube. Il y a des interviews de certains témoins, de son avocat. Après, sensibiliser les gens vont toujours vous dire... mais c'est loin, ça ne nous concerne pas. Après, je pense qu'on est dans une époque où il y a besoin d'aide sur beaucoup, beaucoup de sujets. Moi, j'ai surtout envie de dire aux gens, quels que soient les sujets qui vous intéressent, ne baissez pas les bras parce que vous vous sentez tout seul, mais allez-y, quoi. Et je pense que quand on sera peut-être fin de printemps, début d'été, là, on va lancer des actions très précises qui seront vraiment, par contre, dirigées sur le gouvernement français et sur l'Europe. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis le gouverneur du Texas, qui a été réélu malheureusement, déjà, il ne veut pas écouter le président américain, il ne reconnaît difficilement les décisions fédérales. Donc, un gouvernement étranger qui, publiquement, va essayer de lui mettre la pression, il va faire tout le contraire. Donc, voilà. Donc, pour le moment, on avance là à petits pas. Oui, je pense que là, c'est beaucoup de pensées positives, d'ondes positives. Il en a vraiment besoin, là, en ce moment. Je vous rappelle le site, donc c'est justice4 avec un 4 hank.org/fr. Il y a vraiment toutes les infos dessus, tout moyen de se tenir au courant de l'affaire. Et sur Facebook, et sur Insta, voilà, et sur Twitter. Et puis, si les gens ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous envoyer un mail. On est là pour ça. Et d'ailleurs, quand vous m'avez parlé de la façon dont il m'a présenté son dossier, et il l'a fait au départ, parce qu'on s'est écrit pendant 4 ans avant que j'aille le voir, il m'a jamais dit d'entrée de jeu, je suis innocent, crois-moi sur parole. Il m'a juste commencé petit à petit à m'envoyer des documents.
Et il m'a au contraire dit, ne me crois pas sur parole, regarde ce qui est factuellement documenté. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à tout éplucher. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était complètement hallucinant. Oui, c'était flagrant, quoi. Vraiment, non, puis c'était hallucinant de se dire, avec tout ce qu'il y a dans ce dossier, il est toujours condamné à mort, quoi. Et ça, c'est terrible. Donc, je pense qu'il faut que les gens aient de la curiosité, de l'originalité. On espère qu'on va arriver là à provoquer une nouvelle audience. Et alors, nos experts travaillent gratuitement depuis des années, ces avocats aussi d'ailleurs. Mais on aura des frais à couvrir pour faire venir les experts, pour qu'ils viennent déposer à la barre. Et à ce moment-là, oui, on aura besoin de lever des fonds. Donc, c'est vrai qu'en période de printemps, on encourage des gens qui le soutiennent à faire, je sais pas, un vide-grenier. Enfin, voilà, il y a plein de petits moyens simples pour lever de l'argent. Je sais que tout le monde est à la rue en ce moment, et moi la première. Donc, je sais que c'est difficile de tout le temps demander de l'argent, mais on ne l'a pas fait souvent. Mais quand on le fait, c'est que vraiment, c'est urgent. Donc, je pense que ça, on le fera probablement vers le printemps. On va attendre un petit peu là qu'ils se remettent sur pied et puis qu'on voit un petit peu comment évolue sa réflexion stratégique avec ses avocats. Et il m'a toujours dit, de toute façon, c'est ma décision. Moi, je ne veux pas que mes avocats, si je suis exécutée, mes avocats portent cette culpabilité en se disant, oh là là, si on avait fait ci, on aurait dû faire ça. Il m'a dit non. Moi, c'est mon choix. Si je me plante, c'est ma vie. Mais eux, c'est pas à eux de porter ça. Donc voilà, on espère que cette fin d'année va être un petit peu plus lumineuse que octobre-novembre et jusqu'à mi-décembre. Mais voilà, il faut y croire. Je crois que de toute façon, dans toutes les causes, il faut jamais baisser les bras. Parce que, oui, parfois on a l'impression, on se sent comme une petite souris en bas d'une montagne et on se dit « je vais jamais arriver en haut ». Et puis, il y a des jours, on se lève et on dit qu'on peut se battre contre le monde entier et qu'on va y arriver. Donc voilà, ça fluctue. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Même un partage, ça peut aider. Donc je mettrai tous les liens dans la description pour sur Facebook, ceux qui veulent. les posts, déjà les partages parce que les gens ont des réseaux différents. Ouais. Et voilà, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup évolué et pas en bien malheureusement. Ça nous complique un peu la vie, mais c'est vrai que si vous avez des auditeurs qui ont envie même de partager un truc, nous ça nous aide. Voilà. J'invite tout le monde à aller dans la description pour voir les liens. Se battre donc contre la peine de mort, c'est dur. Quand son mari est dans le couloir de la mort, ça l'est encore plus. Comment vous faites pour tenir ? Qu'est-ce qui vous aide à avancer ? Qu'est-ce qui vous aide à prendre du temps pour vous aussi ? Du temps pour moi, j'en prends pas beaucoup. J'en prends plus quasiment. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Je sais épeler le mot, mais je me souviens plus très bien de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si je vais partir une semaine à la campagne chez des amis, je vais emmener mon ordinateur, je vais suivre les choses, et il y a toujours une moitié de moi qui reste là-bas avec lui. Donc le problème, c'est d'arriver à réconcilier ça, et puis de se dire, la moitié qui est ici, il faut qu'elle vive aussi. Moi, les choses qui m'aident, je vais beaucoup au cinéma. Alors c'est vrai que pendant la pandémie, pendant les confinements, moi ne pas avoir de cinéma, le streaming j'en peux plus quoi. Puis il y a des gens qui trouvaient que le streaming ça remplaçait bien. Moi je trouve que c'est pas du tout la même expérience. C'est complémentaire. Je dis pas qu'un outil remplace l'autre, mais voilà la lecture. Mais globalement oui c'est difficile de se couper, d'autant que moi je milite en asso. J'ai été au conseil d'administration d'Ensemble contre la peine de mort pendant de nombreuses années. Là, j'ai fait une petite pause. Je ne me suis pas représentée aux dernières élections, mais je représente cette association au sein du comité de pilotage de la coalition mondiale contre la peine de mort, où là, effectivement, on travaille à l'international. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans d'autres problématiques, parce qu'en fonction des régions du monde, c'est pas les mêmes stratégies. Alors là, maintenant, que le champ des pays abolitionnistes se réduit énormément, des pays rétentionnistes, se réduisent énormément, du coup, là, on attaque le noyau très dur. Et donc, on travaille beaucoup avec les parlementaires, avec les avocats. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est vrai aussi qu'on a dû constituer un groupe de travail sur les pays à risque, parce qu'il y a des pays qui risquent de faire marche arrière, pour ceux qui n'ont pas rectifié les traités qui interdisent ce retour en arrière. Et c'est vrai qu'en France, on m'a souvent posé la question en disant « Oui, mais vous avez vu les sondages, en France, les gens sont à nouveau majoritairement... » Je dis oui, mais il ne faut pas oublier qu'il a fallu 20 ans après l'abolition pour qu'on soit majoritairement pour l'abolition. Oui. Donc déjà, ça a pris 20 ans. Et là, en fonction, les attaques terroristes ont joué un rôle très important, sauf que les terroristes, c'est les dernières personnes qu'il faut condamner à mort, évidemment, parce que c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils veulent. Et du coup,
se dire, on peut évoquer des tas de raisons, mais il y a pas on regarde des statistiques, même aux États-Unis, on le voit. Les États qui ont aboli, on voit les statistiques des crimes violents. Il y a plus de crimes violents dans les pays des États qui pratiquent la peine de mort dans ceux qui ont aboli, et c'est vrai au niveau des pays également. Oui, ça ne joue en rien sur la Regardez criminalité. l'Iran, la criminalité est galopante, les problèmes de trafic de drogue sont galopants, et c'est là qu'il y a le plus d'exécutions par tête d'habitant, on va dire, par rapport au nombre d'habitants. Et au Texas, quand les Texas ont repris les exécutions, ils ont été tard, parce que la reprise des exécutions, il y a eu un moratoire de 4 ans, de 72 à 76. Ils n'ont pas repris les exécutions avant 82. Et à partir du moment où ils ont recommencé à exécuter, et il faut savoir qu'avant, ils n'avaient pas exécuté depuis 1964. Et du coup, il y a eu une déferlante absolument hallucinante. Et dans la ville de Houston, le taux de crimes violents, après la reprise des exécutions, a augmenté de 400%. Donc ça prouve bien que ce n'est absolument pas dissuasif. Donc ça, c'est des faux arguments, c'est des arguments politiques, mais parce que souvent les États sont très démunis, surtout contre les attaques terroristes. Mais là, nous, on travaille depuis quand même assez longtemps sur la problématique des pays du Golfe, les pays du Maghreb, qui, eux, sont en moratoire, mais qui sautent toujours pas le pas pour abolir en droit. Donc oui, c'est des stratégies à l'international. Il y a des pays, c'est plus des problématiques religieuses, d'autres, c'est plus des problématiques politique. Dans des pays africains, c'est plus le droit commun, le droit tribal aussi, faire appliquer des normes internationales. Donc c'est un autre... pour moi, c'est une autre façon de l'aider, lui, et d'aller au bout de mes convictions, je dirais. Voilà. Du coup, comme vous venez de l'expliquer, vous êtes abolitionniste depuis des décennies. En 2012, vous devenez membre du conseil d'administration de l'association Ensemble contre la peine de mort. Quel est le rôle de cette association et quelles sont vos missions ? Alors, cette association, elle a été créée, on a fêté les 20 ans, elle a été créée en 2000, je crois, il me semble. Elle a été créée, à l'origine, les membres fondateurs avaient lancé une pétition contre la peine de mort aux États-Unis, qui à l'époque était... il y avait genre 2-3 exécutions par semaine rien qu'au Texas, donc c'était au secours. Et cette pétition a été reprise dans Télérama, et elle a obtenu 500 000 signatures en France. Donc ils se sont dit, il faut monter une asso. Oui, il y a plus la peine de mort en France, et ils ont organisé le premier congrès mondial qui a eu lieu à Strasbourg en 2001, auquel j'ai été invitée à intervenir pour parler des conditions de détention, justement dans les couloirs de la mort. Mais je ne la connaissais pas, l'association, moi, à l'époque. Et puis moi, j'étais une militante plutôt individualiste, c'est-à-dire que les politiques internes des assos, les problèmes de guerre, de pouvoir, d'égo, de machin, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'avais besoin de mon énergie pour concrètement être sur le terrain. Et puis pourquoi on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés parce que je représentais la coalition texane contre la peine de mort à la coalition mondiale. Et donc, en réunion du comité de pilotage, j'ai rencontré les représentants de CPM qui m'ont fait un peu des appels de pied en disant « Pourquoi tu ne viens pas ?» Ils m'ont invité, j'ai assisté à 2 conseils d'administration. Et puis, je me suis dit « Oui, c'est bien parce qu'ils ont à l'époque, CPM n'avait pas de projet abolitionniste parce que la coalition mondiale a été fondée en partie par CPM et que du coup, les demandes de financement étaient pour la coalition qui n'avait pas de statut à l'époque. Et donc, du coup, on ne pouvait pas dédoubler les financements. Donc, c'était tout pour la coal. Et quand la coalition mondiale a pris son envol et a déposé ses statuts, CPM, là, a fait un premier projet qui est un projet Maroc. Et puis, il y a eu d'autres projets qui sont développés. Il y a un projet qui s'appelle « Éduquer à l'abolition », où on travaille, moi je suis intervenue un certain nombre de fois, en France, au Liban, au Maroc, en Tunisie. On a développé des modules de cours. Alors ça s'adapte, ça peut être des profs de français, des profs d'histoire géo. On a un module anglais, on a un module espagnol, on a un module art plastique. On a beaucoup travaillé sur la caricature. D'ailleurs, je me souviens qu'on avait un cycle éduqué en banlieue sur la caricature juste la semaine après les attentats de Charlie. Donc ça a été très compliqué. On a un projet aussi Africasie maintenant. Donc on travaille. L'idée, c'est d'aider des parlementaires, leur donner des outils
de savoir comment aborder des projets de loi, comment les préparer. Donc, on les fait se rencontrer aussi entre pays, puisqu'on fait un congrès mondial, mais on fait aussi un congrès régional, où là, c'est vraiment dans des zones où la peine de mort est appliquée, pour qu'eux réfléchissent, nous disent, voilà, nous, on est confrontés à telle problématique, on n'a pas les outils, qu'est-ce qui a été essayé ailleurs, qu'est-ce qui marche pas, comment on peut affiner. Donc voilà, c'est un vrai travail de lobbying international. D'ailleurs, ECPM est la seule association française qui travaille uniquement sur la peine de mort et qui a le statut d'observateur aux Nations Unies. Ce qui n'a pas été simple parce qu'il y a des vétos de la Chine quasi systématiques, mais on l'a obtenu. Donc ça permet de faire beaucoup de lobbying dans un certain nombre de pays et de travailler avec les institutions internationales. Comme vous le dites, donc du coup des combats dans le monde entier, donc dans des pays qui autorisent et qui appliquent la peine de mort, donc logiquement avec cette association. Mais vous menez aussi des combats dans des pays qui l'ont aboli. En France, par exemple, le combat continue. Presque la moitié des Français, selon les années, sont pour le retour de la peine de mort. Les médias n'arrangent pas beaucoup ce constat quand on met beaucoup en avant des affaires comme Lola récemment. Oui. Est-ce que c'est un chiffre qui vous effraie, ça, en France, notamment ? Non. Non, alors ça ne m'effraie pas pour deux raisons. D'abord, c'est que l'opinion publique, elle a toujours et elle va toujours fluctuer en fonction de ce qu'il y a dans l'actualité. S'il y a un climat horrible, moi je me souviens à l'époque du procès de Patrick Henry, il y avait eu plusieurs kidnappings d'enfants et de meurtres d'enfants, les gens demandaient la mort. Après, parce que les gens, et c'est humain, je leur en veux pas. Hein. Moi, si on me tuait ma fille, j'ai qu'une fille, je peux vous dire que j'aurais la haine. Donc c'est d'être dans l'émotion et la passion. C'est complètement humain. Par contre, c'est un sujet qui ne peut pas être soumis à l'opinion publique parce que la justice, justement, elle est là pour dépassionner, elle est là pour élever la paix sociale, la maintenir et l'élever. Et je ne suis pas inquiète parce que la France a ratifié absolument tous les traités. Donc, si on voulait rétablir la peine de mort, il faudrait sortir du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, de l'ONU. Et on a ratifié le protocole optionnel du pacte des droits civils et politiques qui nous interdit un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais réinstaurer la peine de mort. Après, ce que je trouve effectivement dommage, c'est que d'abord, c'est un très mauvais jeu politique que de jouer sur l'émotion des gens et que, effectivement, c'est largement amplifié par certains médias. Et on ne citera pas de nom, mais on voit bien des cas. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Et ça a toujours été les mêmes. Je dirais que dans l'absolu, les médias veulent vendre. Alors maintenant, c'est de l'audimat, avant, c'est du papier. Mais globalement, les gens ont envie d'entendre. C'est un peu le même phénomène qu'il y a eu avec Trump pour qu'il soit élu. C'est que les gens ont besoin d'être rassurés en entendant ce qu'ils pensent eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Oui. Ça veut dire qu'on doit les éduquer, les sensibiliser. Donc je dirais que ce qui manque effectivement en France, de la part des médias, c'est une vraie sensibilisation à la réalité des chiffres, d'une part, la réalité de la peine de mort, parce que ce n'est pas juste une personne qui est exécutée, c'est tous les dommages collatéraux. C'est sa famille, ses amis, c'est les avocats, c'est les magistrats, c'est les gardiens de prison, c'est tous ceux qui sont dans les équipes d'exécution. C'est sur toute la ligne, ce sont des traumatismes irréversibles. Donc, je pense que si les médias nous accordaient un tout petit peu plus d'attention, on en a eu pas mal au moment des 40 ans de l'abolition, même si je trouve qu'en France, je suis désolée de le dire, et à chaque fois je le dis, mais j'insiste dessus, la France a aboli la guillotine, mais la France n'a pas aboli la peine de mort. On n'a toujours pas, depuis plus de 40 ans, 41 ans maintenant, on n'a eu aucun débat de fond, une sur le rôle de la prison et deux sur la problématique des longues peines. Et ça, en France, les longues peines, c'est une peine de mort à petit feu. Donc, moi, ça me gêne énormément. Et je sais qu'il y a eu un mouvement de détenus au moment des 40 ans. Il y a eu une expo, je ne sais plus où, en Bretagne, je crois, qui a été taguée, etc. Parce que les prisonniers disent « mais la peine de mort n'a pas été abolie ». Et là-dessus, je les suis parce qu'on n'est pas allé au bout de la logique. C'est un choix de société, l'abolition. Mais après, derrière, c'est quoi la solution ? Et ça, on ne se la pose pas. Il y a clairement des améliorations à faire aussi sur la détention en France. La France a d'ailleurs été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qui lui est reproché ? Et elle a été recondamnée encore cette année, Ouais. pour les mêmes Aussi, raisons. ouais. On lui reproche de la surpopulation carcérale d'abord, ensuite le fait de conditions de détention dans des bâtiments insalubres, de pas assez de programmes de réinsertion. En France, il y a deux choses qui, moi, m'épatent toujours. C'est que quelqu'un, pour obtenir sa libération conditionnelle, c'est pour ça que la problématique des longues peines, et elle ne fait que s'aggraver, il faut que l'individu reconnaisse sa culpabilité. Et quand vous êtes innocent, eh ben, vous n'allez pas reconnaître votre culpabilité. Donc, vous ne sortez pas de prison. Et donc, du coup, ça
fait perdurer l'incarcération. Et franchement, les prisons françaises, c'est ce que je disais à Hank, je lui ai dit, tu sais, tu verrais les prisons françaises, tu te dirais que finalement, tu n'étais peut-être pas si mal en termes, en tout cas, de l'habitation par rapport à l'état des prisons françaises. Et on continue à construire des prisons au lieu de fermer des prisons. Il y a quand même, on utilise trop peu les travaux d'intérêt général. Je trouve que pour les mineurs, moi, je les enverrais, mais franchement, bosser avec des assos à l'autre bout de la planète, construire des puits, enfin, je sais pas, faire d'autres choses, prendre d'autres repères que l'absence de repères qu'ils ont, ou les repères qu'ils ont eu de par leur mode de vie, lieu de vie, qui n'a pas été leur choix d'ailleurs, hein, parce que les gamins qui vivent dans les zones, dans les ZEP, franchement, c'est pas leur choix. Ils ont souvent des parents qui n'ont pas su non plus les éduquer, parce que peut-être eux-mêmes ne le sont pas. Et donc, du coup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de mineurs en prison, c'est une certitude. Mais il y a surtout, de toute façon, beaucoup trop de gens. Donc, la Cour européenne dit que ces conditions sont des violations constitutionnelles des individus. Oui, surtout, c'est aussi, quand on voit dans les chiffres, c'est que la surreprésentation carcérale, c'est aussi social, et les minorités qui sont surreprésentées dans cette population carcérale. Donc rien ne change au niveau des États-Unis. On prend le même chemin que les États-Unis, comme on est à peu près en décalage d'une quinzaine d'années. Si je regarde en arrière, il y a 15 ans, il y avait 2,5 millions de personnes en prison aux États-Unis, pour une population à l'époque de 330-340 millions. Il y avait aussi, et aux États-Unis, aujourd'hui, la population des Afro-Américains, c'est à peine 4% de la population du pays, et c'est quasiment 70% de la population carcérale. Donc déjà, tout de suite, vous voyez l'erreur. Les États-Unis, c'est le seul pays au monde, le seul, qui incarcère des mineurs, condamne des mineurs à des perpétuités incompressibles. C'est-à-dire qu'ils passeront leur vie en prison. Et c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de la Charte des droits de l'enfant qui interdisait d'abord les exécutions de mineurs. Bon, les États-Unis ont aboli, mais il n'y a pas si longtemps que ça, la peine de mort pour les mineurs. Et du coup, interdit aussi la perpétuité incompressible. Donc c'est vrai que je pense que, de toute façon, c'est une question de société. Alors là, pour le coup, c'est une question de fond. C'est d'abord comment on combat la criminalité. Travailler à la réhabilitation, ce n'est pas ne pas punir les détenus. C'est que l'idée, c'est quand même que ce soit des gens qui se réinsèrent. Parce que les gens n'imaginent pas quand même que 95% d'entre eux, si ça se trouve, demain, ce sera leur voisin. Oui, c'est ça. Et s'ils ont un mauvais traitement, ils ont fréquenté de mauvaises personnes, ils ont été un peu maltraités en prison, ça ne va en rien les aider dans leur criminalité, en fait. Je lisais un article, je crois que c'était un article qui était dans Le Monde hier, qui disait que tous ceux qui sont sortis de prison, plus d'un tiers ont des graves troubles psychiatriques. Et quand on voit... Alors moi, j'ai fait une intervention en prison avec Ensemble contre la peine de mort au moment des 40 ans. Et je suis contente, j'espère qu'on va en faire d'autres. Et le contact était très intéressant. Il y avait des majeurs et des mineurs. C'était en maison d'arrêt, c'était à Villepinte. Et franchement, ils nous ont posé des questions, on était scotchés, quoi. Des questions de géopolitique, enfin... C'était extrêmement intéressant. Et c'est vrai, alors moi, ça ne m'a pas dépaysé. De toute façon, une prison, ça ressemble toujours à une autre prison. C'est vrai que les prisons de haute sécurité, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, je pense qu'on rassure la population, comme toujours. Les gens ont l'impression d'enfermer leur peur derrière les barreaux. Il y a très peu de communication entre les deux. Et ça, c'est vrai que c'est très problématique parce que si on veut que les gens se réintègrent après, il faudrait qu'il y ait un maximum d'échanges avec le monde libre. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller visiter quelqu'un aux États-Unis dans une prison de sécurité que de visiter quelqu'un en France. À une époque, j'ai correspondu avec un homme qui était à Fresnes et je savais qu'après, il allait partir en centrale et qu'il allait être loin, donc je voulais aller le voir. Donc j'ai fait les démarches et quand j'ai vu le truc, je leur ai dit, allez vous faire voir, quoi. Enquête de moralité, enfin la totale, Et là, on se dit, mais moi, je me serais bien porté volontaire pour aller visiter, par exemple, des détenus qui sont anglophones et qui ne parlent pas français, en me disant, au moins qu'ils puissent parler un petit peu. Mais rien, en France, c'est très compliqué. Les médias n'ont pas accès aux détenus. Enfin, c'est très, très curieux. On a un rapport à l'incarcération. C'est la solution de facilité. D'abord parce qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes de délinquance, parce qu'on ne se donne pas les moyens de prendre le problème à la racine. Donc, du coup... Moi, je trouve que la problématique de la France aujourd'hui, mais pas que de la France, c'est qu'avant, on pouvait faire des réformes à très long terme. Aujourd'hui, personne n'y va parce qu'il y a un agenda électoral. Et pareil, c'est on devient comme aux États-Unis. Il faut du résultat et il faut vite. Et ça, malheureusement, des problèmes de société pareils, on ne va pas les résoudre sur un mandat présidentiel de 5 ans. Ah non, clairement pas. Oui. Non, ça, c'est évident. Oui, là, on préfère les enfermer, fermer les yeux et on construit d'autres prisons. Puis voilà, on fait des prisons modernes, toutes neuves, machin. Mais quand même, en France, on entend encore des gens qui s'offusquent parce que dans les nouvelles prisons, ils ont une douche dans leurs cellules.
Mais non, c'est pas le Club Med de pouvoir se laver, s'occuper de soi. Enfin, c'est le minimum. La sentence, c'est la privation de liberté. C'est pas de vivre dans des conditions aussi catastrophiques, de manger aussi mal, de pas avoir assez de soins de santé, etc. Pas assez de parloir. Alors c'est vrai que la pandémie n'a pas aidé non plus. Moi, ça me faisait entre guillemets sourire quand j'entendais des filles qui disaient ah ouais, rencontre, c'est infernal, il y a le plexiglas au parloir et tout. J'ai envie de leur dire mais vous savez pas la chance que vous avez. Nous, on n'a jamais eu autre chose qu'être derrière une vitre et au téléphone, même en dernière visite, on était au téléphone derrière une vitre. Donc ouais, déjà vous avez des parloirs, profitez-en, hein. Parce que là, pendant la pandémie, il n'y a pas eu de parloir au Texas pendant plus d'1 an. Même pas de parloir avocat du tout non plus. Plus le courrier postal très très ralenti à cause de Trump qui voulait que les votes par correspondance n'arrivent pas dans les délais. Enfin bon, on a eu un contexte quand même très très particulier. Et pour finir, si vous aviez un message à faire passer à la jeunesse, que serait-il ? Parce que est-ce que vous pensez que la nouvelle génération à laquelle moi et Alexandre faisons partie baisse les bras et abandonne les combats ? Moi, je pense pas que la jeune génération elle baisse les bras. Je pense simplement que c'est une génération qui est beaucoup trop spectatrice de sa vie et pas assez actrice. Donc moi, mon message, c'est non mais bougez-vous quoi. Bougez-vous, quel que soit votre sujet. Alors ça peut être l'environnement, ça peut être la cause animale, ça peut être complètement autre chose. Enfin, vous avez une passion, un sport, montez des clubs, rencontrez-vous, mais parlez-vous, éduquez-vous. Alors on peut avoir des périodes où on a besoin d'être spectateur. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans le monde, moi je vous dis, good luck, hein, parce que non mais c'est dur. On vit dans un monde qui est très dur et qui peut être extrêmement décourageant, hein. Ça, je vous l'accorde. Mais moi, je vois quand même en France, il y a plein d'initiatives absolument géniales et la jeune génération s'implique. Et je me dis, c'est bien, mais tout n'est pas perdu. Mais surtout, n'ayez pas peur d'y aller, même si au départ vous partez tout seul. Très vite, vous ne serez pas tout seul. Et il faut pas se dire que parce qu'on est seul, on ne peut pas changer les choses. C'est pas vrai. C'est comme ça que ça change. Je vous remercie beaucoup, Sandrine et George Skinner, pour avoir accepté l'invitation dans les Minutes de l'Horreur. Si l'épisode vous a plu et que l'affaire de Hank Skinner vous a touché tout comme nous, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à le partager et à vous rendre sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'affaire, continuer à vous aider de toutes les meilleures manières possibles. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur, le dernier de l'année 2022. L'histoire de Hank nous a touchés et révoltés. Nous voulions faire connaître son histoire pour mettre en avant les dérives flagrantes des systèmes judiciaires qui appliquent encore la peine de mort. Le doute doit toujours profiter à l'accusé, encore plus quand une vie est en jeu. Et même pour les véritables coupables, la peine de mort est une condamnation inhumaine. En dehors de l'acte de tuer un homme ou une femme pour un crime, la souffrance psychologique que subissent ces êtres humains n'est pas concevable. Sans parler des multiples dommages collatéraux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à tout votre entourage et à mettre 5 étoiles pour soutenir l'équipe des Minutes de l'Horreur. Merci encore à Alexandre qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois pour écrire ce podcast. Et surtout, merci à Sandrine et Georges pour avoir accepté notre invitation. Je serai ravi de parler avec vous de cette affaire sur mon compte Instagram, @lesminutesdel'horreur. de l'horreur. Et en attendant, je vous donne rendez-vous en 2023, très bientôt donc, pour découvrir de nouvelles affaires criminelles. En attendant, comme on l'a appris pendant ces 3 ans du podcast des Minutes de l'Horreur, ne faites confiance à personne.